Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite interview, je rappelle le concept, la série c'est le portefeuille 2 et on invite un investisseur du monde de la crypto-monnaie ou autre part qui va nous parler de son portefeuille, sa stratégie et comment il voit globalement ses investissements. L'objectif c'est que vous puissiez prendre un petit bout du portefeuille ou de la stratégie de chaque invité afin que vous puissiez construire votre propre stratégie. Aujourd'hui, on reçoit Emi du Journal du Coin. Vous le connaissez sûrement grâce à ses apparitions dans ce journal ou à ses blagues sur Twitter, mais plus que ça, c'est quand même un mec qui a découvert le Bitcoin en 2011. Il a acheté ses premiers Bitcoins à quelques dollars seulement et il a réussi donc à créer un gros portfolio. Il se l'est fait hacker derrière et il a continué comme ça à survivre petit à petit, au fur et à mesure, aux différents bear markets, aux différents coups durs de la vie d'un investisseur crypto. Et dans les conditions de marché actuelles, je trouvais ça pertinent de faire un petit épisode avec lui pour voir comment on peut survivre à des conditions de marché dures, à des hacks et bref, à un bear market en gros. Sur ce donc, trêve de mondanité, je vous invite à liker, vous abonner, commenter, le tout pour l'algorithme, c'est cadeau. C'est parti! Allez hop, c'est parti, on est live. Et bah écoute, Emi, premièrement, merci d'être venu sur la chaîne. La Merci à première question toi. que je vais te poser, c'est d'abord de te présenter rapidement et de nous dire comment tu as découvert les crypto-monnaies et surtout à quelle époque. Alors, me présenter rapidement. En gros, de base, je suis ingénieur en informatique. J'ai fait un tout petit peu de recherche parce que j'ai fait un doctorat que j'ai abandonné, un doctorat d'IA pour faire joueur professionnel de poker, hein. Donc, au départ, aux grandes dames de mes parents, et puis après, quand ils ont vu que ça marchait bien et que je ramenais des liasses, ils ont- ils m'ont soutenu dans mon choix, en gros. Après, j'ai bossé très rapidement, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu marre du poker. Tu sais, à 3 ans à fréquenter des cas sociaux dans les cercles de jeu. Puis, le poker, c'est marrant quand tu apprends. Quand tu es à fond dedans, ça finit par être un peu autiste, je trouve, de réfléchir à des ranges de mains définiment. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça m'avait gonflé après 2 3 ans. Et donc, j'ai bossé comme ingénieur. Alors, taffer, ouais, ça m'a saoulé à vitesse grand V, on va pas se mentir, hein. Peut-être le troufion tout en bas dans des projets usine à gaz. Tu sais, vraiment les projets de dev, les trucs avec des vieux frameworks. T'as 100 développeurs, 50 qui sont sous-traités en Tunisie pour être moins cher. Et ça, c'est des usines à gaz, c'est trop mal branlé. Enfin, des trucs que tu feras à deux dans une chambre en 3 mois. Là, Du tu les as à PHP. 100. Ouais, c'est. Enfin, bon, ça m'a vite gonflé. Et après, j'ai fait des startups dans les cryptos qui n'ont pas trop mal marché. Notamment un exchange, un master exchange qui marchait pas trop mal à l'époque. Et puis, comme les cryptos, ça a bien marché, j'ai eu un peu de chance. Et maintenant, en gros, bah voilà, hein, comme je disais, je m'occupe de mes filles. Ouais, je fais pas grand-chose. Je disais en rigolant. Mais ouais, voilà. Donc là, je me suis plus ou moins arrêté. Après, si un jour je trouve un truc qui m'éclate vraiment, je me mettrai peut-être à fond dedans. Mais là, j'ai pas vraiment de. Voilà, mes occupations, c'est m'occuper de mes filles, suivre un peu les cryptos, trader un peu, des choses comme ça. Tu me demandais, je crois, comment j'ai découvert les cryptos. Yes, à quelle époque? Alors, en fait, la première fois qu'un pote m'en a parlé, on a le mail pour l'historique, c'est en 2009 quand Bitcoin est sorti. Il m'a envoyé un email, il m'a dit regarde ce truc-là, c'est génial et tout. Et en fait, je lui ai répondu et je lui ai dit ouah, c'est trop cool, il n'y a pas de banque centrale. J'ai dit ça. Et ça, en fait, ça a été effacé de ma mémoire. On l'a revu quand on a recherché quand est-ce qu'on a découvert Bitcoin, les cryptos, etc. Lui, il suivait beaucoup Hacker News, il avait vu ça sur Hacker News. Et en fait, en 2011, on a redécouvert, parce qu'en 2011, lui, il était intéressé par le truc, il tradait un peu dessus, et moi, j'avais complètement zappé le truc. Et en fait, quand je m'y suis reintéressé, j'ai réalisé qu'il y avait plein de propriétés géniales. Parce que si tu veux, de base, je me suis dit, bon, le Bitcoin, monnaie numérique, bon, tu sais, à l'époque, il y avait des Second Life, des trucs comme ça. Je me disais, c'est un peu comme le Linden Dollar, c'est un peu comme le Gold de World of Warcraft, quoi. C'est cool, c'est une monnaie digitale, mais numérique, mais bon, au final, il y en a 50 000. Qu'est-ce qui garantit que les mecs, ils vont pas en créer, etc. Et en fait, quand je me suis intéressé, j'ai découvert justement la décentralisation du Bitcoin, le fait que ce soit en quantité limitée et le fonctionnement technique en fait qui était hyper ingénieux, hyper inventif. Et enfin le dernier truc, la manière dont Satoshi écrivait et décrivait ses idées, ça a vraiment achevé de me convaincre. En fait, j'ai eu une petite période où je suis tombé amoureux du Bitcoin. Donc j'ai pris une bonne partie des sous que j'avais de côté, je les ai investis dans le Bitcoin.
Je commençais à faire que ça. À une époque, en 2011, je lisais tous les posts sur le forum Bitcoin Talk. En fait, à l'époque, tout se passait sur le forum Bitcoin Talk Bitcoin. C'était le gros forum. C'était là que tout se passait. C'était peut-être l'équivalent de Twitter aujourd'hui, j'en sais rien. En fait, à l'époque, c'était possible de tout lire, de lire tout ce qu'écrivaient les devs, tous les gens qui s'y intéressaient. Donc, en fait, tu pouvais suivre tout sur tout à l'époque. Ce qui paraît complètement délirant aujourd'hui, mais en 2011, au début, c'était possible. Voilà, tu passais 2 heures tous les jours, 3 heures, tu avais lu tous les posts, ce que postait tout le monde dans la communauté. Donc, tu étais au courant de tout. C'était une époque où c'était encore possible. Et ouais, donc j'en parlais en soirée. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans. Le mec du même, tu sais, dans le coin, qui dit: «Ouais, j'ai des bitcoins, hein, vous comprenez pas?» Ouais, grave. En fait, j'étais un peu ce mec-là, mais en fait, non, parce que je suis un peu sociable, donc j'étais plus le mec qui, justement, dans les soirées, parle à Bitcoin à plein de gens et tout. Enfin, tu vois, en vrai, ça intéressait les gens. Les gens, ils écoutaient, quoi. Alors, c'est sûr, Mmh. c'est rare. J'ai rarement rencontré un mec, je crois que c'est arrivé quand même une ou deux fois, où je parle de Bitcoin toute la soirée, le lendemain, il en achète. Ça m'est rarement arrivé. C'est vrai que j'ai tanné 1 milliard de mecs, et ce qui s'est plus souvent passé, c'est 5-6 ans après ou 4-5 ans après, ils m'ont dit: Putain, Amy, t'avais raison, pourquoi j'en ai pas acheté, tu m'as saoulé avec ça, etc. Les gens que j'ai réussi à saouler, on va dire, assez longtemps, ils ont fini par être convaincus, parce qu'à l'époque, je bossais dans un espèce de desk de services financiers. Enfin, on était point de contact pour des clients, des gérants de fonds, des traders, etc. Et en fait, dans ce qu'on appelait mon desk, en fait, comme c'était mon délire du moment, j'en parlais à tout le monde. J'arrivais, je parlais de Bitcoin, je disais: ouais, Bitcoin c'est génial, j'en ai encore acheté, nanana. Enfin, j'étais vraiment à fond dans le truc, ouais, comme un mec qui découvre. Et en fait, tout le début, il se moquait de moi, il me disait: ah, c'est nul, ta merde, c'est un Ponzi, c'est un scam et tout. Et en fait, à cette époque-là, le Bitcoin, il est passé de 50 centimes à 30 dollars en un mois. Donc, en fait, toutes les semaines, les mecs, ils voyaient que ça montait, je leur disais: ah, c'est le futur, c'est le futur. Et en fait, ce qui est trop marrant et un peu caricatural, c'est qu'à 30 dollars, il y en a un qui a fait: ah, vas-y, nique sa mère, j'en achète, tu me saoules avec ton truc, là, ça fait que monter, vas-y, je rentre. En Et fait, le le top. premier qui est rentré, voilà, il y a les 10 mecs du desk qui sont rentrés, ils sont rentrés au top. Voilà, donc, alors ceux qu'on gardé jusqu'aujourd'hui, ça devrait aller, mais les pauvres, il leur est arrivé plein de malheurs, ils ont perdu sur MTGOX, etc. Parce qu'à l'époque, on pouvait acheter ces bitcoins uniquement sur MTGOX. Et MTGOX, pour ceux qui ont suivi, voilà, ça a disparu. Alors peut-être qu'on va en récupérer finalement, voilà, ça va être la Ah bonne. oui. Mais voilà, il y a beaucoup de mecs qui ont investi en 2011 et qui ont tout laissé sur MTGOX. À l'époque, il n'y avait pas de hardware wallet, c'était quand même une autre époque. C'était pas genre tu mets sur ton Ledger ou ton Trésor. C'était quand même une époque de gitans. Les gens ils se rendent pas trop compte à quel point c'était chaud de rentrer dans le Bitcoin. Ouais, et justement, en parlant de ça, tu sais, tu as parlé des MTGOX, j'ai eu vent, on va dire, de l'histoire, qui t'est arrivée. Et en ce moment, tu sais, le bitcoin est un peu perdu, 30-40, c'est un peu la routine pour toi. Hem, je Bah, me c'est disais, la bon. routine, à part que j'ai fait des gros trades, mais ça, c'est ma propre trisomie, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et en fait, dans ton parcours, en fait, je pense qu'il y a eu tellement de, tu sais, de trucs de ce style, de style de l'histoire de MTGOX. Est-ce que tu peux la rencontrer? Et comment, en fait, tu as réussi à passer ces trucs-là à chaque fois, du style, je sais pas, tu perds moins 80, tu passes un bear market, un autre bear market, tu te fais hacker, etc., etc. Alors, moi, ce qui m'a plus impacté, c'est pas trop les bear markets. En fait, d'abord, je vais parler des bear markets rapidement. En fait, sur les bear markets, si vous avez un job, c'est pas trop angoissant le bear market, parce qu'en fait, le principe des cryptos, du Bitcoin, c'est on sait qu'il va y avoir des bulles et qu'il va y avoir des birs, et voilà, c'est un cycle qui est là depuis 2011, depuis toujours, quoi. À chaque fois, on sait jamais combien de temps ça va durer exactement. Des fois, le bir il dure 1 an, des fois c'est 3 ans, bon, des fois c'est 6 mois. Et pareil, les boules, on sait jamais à quel moment commence le boule et le bir, mais globalement, si aujourd'hui vous avez des cryptos et mettons vous avez acheté le top, vous avez un taf, bah c'est pas grave. Vous levez le pied, vous avez acheté Bitcoin à 69 000, faites votre boulot, vous pouvez mettre de côté tous les mois et racheter des bitcoins. Et c'est pas très gênant parce que vous savez que si vous attendez. En vrai, moi, je suis très confiant dans le fait que si on achète les principales cryptos, on va dire Ethereum, Bitcoin, etc., si vous les gardez 10 ans, c'est quasiment impossible que vous fassiez une perte. Je suis quasiment sûr que si vous gardez des cryptos 10 ans, dans 10 ans, alors pour les cryptos principales, ça sera plus haut. Parce que les mécanismes de rareté et le mécanisme du fait qu'il y a de plus en plus de monde qui rentre dans les cryptos font que voilà, c'est mécaniquement la valeur va augmenter. Il suffit de voir qu'au collège, il y a plein de gens qui s'intéressent aux NFT, les ados, les machins, enfin les nouvelles générations. Si vous voulez, de l'argent digital avec une clé privée, ça va leur paraître moins absurde que ça pouvait l'être pour
les gens de ma génération, quoi, les gens qui ont aujourd'hui 40 ans, etc. C'est quoi une clé privée, machin, comment je sors mes sous. Les nouvelles générations, elles sont encore plus habituées au monde numérique que nous, et je pense que voilà, c'est dans le monde numérique, les cryptos seront rois, et la vie économique va de plus en plus se passer dans le monde numérique. J'ai l'impression que j'ai dévié de ouf de la question. C'était quoi la question? Là, ce que tu as dit, tu vois, c'est à condition d'avoir construit une conviction, tu vois. Toi, ça fait longtemps, tu l'as, la conviction, etc. Mais la majorité des gens qui rentrent, puisque en fait, Ouais, comme je suis entre guillemets youtubeur, j'ai un point ouais, et je reçois des messages. En fait, ils n'ont pas construit de conviction, ils ont acheté pour dire, hey, demain ça fait faire 20% et je vais ouais, pouvoir acheter une tablette, tu vois. bah Donc, ouais, donc en fait, là, d'un coup, la psychologie, elle joue de fou ouais. sur ce genre de baisse. Parce qu'en gros, toi, direct, ton objectif, il est long terme, alors que eux, non. Mais du coup, ouais, ma question, c'était, est-ce que tu peux raconter cette histoire avec MTGOX, définir un peu le contexte, parce que la majorité des gens, je pense, ne Oui, voient pas c'est vrai, forcément de quoi c'est tu vrai. parles, et, euh, Ouais, et c'est puis... vrai. euh, et puis nous raconter en fait la suite après ça et comment tu as pu le ressentir, parce que je pense que Ouais. c'est pas si rare de se faire hacker son wallet, Non, même maintenant. c'est pas si rare. Alors, oui et non, mais on va revenir sur MTGOX. C'est vrai que les gens savent peut-être pas. À l'époque, MTGOX, qui avait été créé, bon, pas qui avait été créé par lui, mais on va simplifier l'histoire, par Marc Carpales, là, un espèce de français un peu grassouillé. Donc, c'est lui qui gérait MTGOX. Et en fait, en 2011 jusque tard, c'était quasiment la seule place de marché, de manière écrasante. Quand j'ai démarré les bitcoins, tout le monde disait achète sur MTGOX, il n'y a que MTGOX. Et à l'époque, tout le monde faisait une foi absolue dans MTGOX. C'était un peu comme, on va dire, Binance ou FTX aujourd'hui. Tout le monde disait MTGOX, c'est safe, c'est le plus gros. Ce qui paraît un peu débile parce que qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans après, bah, MTGOX, en fait, a annoncé qu'ils s'étaient fait hacker tous les fonds. Ils ont fermé et donc ça a été une catastrophe pour le cours. Ça a lancé un énorme bear market parce que MTGOX, c'était la plus grosse place de marché. Et aujourd'hui, MTGOX est en liquidation judiciaire du coup suite à ce hack. Et c'est presque fini. Et ils avaient quelque chose comme 800 ou 900 000 bitcoins, un truc comme ça. Sauf ils en ont perdu 600 000 ou 500 000, un truc du genre. Donc en fait, voilà, de 600, 700 000 bitcoins ou 800 000, il en reste 200 000 en gros pour le liquidateur judiciaire. Donc ça a été une catastrophe. Et accessoirement, ouais, ce genre de truc, ça arrive tout le temps. Et moi, il m'est arrivé une histoire effectivement personnelle. Comme je t'ai dit, j'ai acheté des bitcoins tout le temps. J'étais amoureux du truc et tout. Donc j'ai acheté même 5000 bitcoins en tout. Et à l'époque, il faut voir qu'il y avait qu'une solution de ce qu'on appelle de cold storage, donc de stockage à froid. C'était d'utiliser des paper wallets. Tout ce qui était Ledger, Trésor, etc., ça n'existait pas. Bah, à l'époque, Nicolas Baca, le créateur de Ledger, c'était juste un mec qui venait dans les meet-up, qui était sympa. Et voilà, son projet n'existait pas encore. C'était embryonnaire en 2011. Mm. Et moi, du coup, en 2012 ou 2013, enfin, je sais plus, en 2012, je crois, j'ai plus les dates exactes, peut-être en 2011, mais bon, je voulais mettre mes 5000 bitcoins de côté, pas les laisser sur MTGOX, parce que la première règle, quand vous avez une quantité significative de bitcoin ou de crypto, c'est de ne pas les garder sur un exchange, parce qu'un exchange, c'est l'endroit le plus facile à hacker. Alors, c'est pas l'endroit le plus facile à hacker, mais c'est l'endroit qui a le plus tendance à se faire hacker. Pourquoi? Parce qu'il est ciblé par plein de gens. Parce que le personnel est pas forcément fiable. Souvent dans les petits exchanges, ça peut être le CTO, ça peut être. Il y a plein de mecs qui bossent dans l'exchange, qui ont des accès et qui eux peuvent être rogues. Donc voilà, les échanges, ça reste toujours risqué dans l'histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être beaucoup moins risqué que ça l'était en 2011, mais la règle, c'est que vraiment le stockage le moins risqué, c'est chez vous sur votre ledger, quoi, ou sur un papier. Et à l'époque, la solution de stockage, c'était le paper wallet. Et moi, j'avais énormément peur parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de virus qui targetaient les bitcoins. Et à l'époque, j'étais pauvre, donc forcément, bah, tous mes jeux vidéo, je les téléchargeais, je lançais des cracks et tout. Et en fait, j'avais très très peur d'avoir mon ordinateur vérolé, donc je voulais pas imprimer un paper wallet depuis mon ordi, tout simplement. Voilà, j'avais peur qu'il y ait un virus sur mon ordi, donc je me suis dit, bon, bah, je vais essayer sur un échange en attendant. À l'époque, il y avait un échange qui s'appelait Bitcoinica, en plus, qui offrait du rendement, parce qu'en fait, c'était le début du trading leveragé. Et en fait, on pouvait lunder ces cryptos sur cet échange pour faire du rendement. Donc à l'époque, les rendements, c'était pas non plus énorme, hein, c'était 3-4% par an. Et j'ai posé là-bas. Et en fait, l'échange s'est fait fumer. Enfin, ça a été une catastrophe cet échange. Ça s'appelait Bitcoinica, c'était monté par un mec qui est d'ailleurs probablement lui le voleur, parce qu'en fait, il s'est fait griller 1 ou 2 ans après. Zooton, qui s'appelait. L'échange, il l'avait revendu à un fonds d'investissement américain. Et en fait, l'échange était géré par 3 guignols anglais, Amir Taki et 2 autres mecs, Fantôme, et je ne sais plus le nom du troisième. Et en gros, ils se sont fait hacker. Ils ont fait les pires conneries. Ils ont leaké le code en open source. Ils ont fait 1 milliard de conneries. Et dans le code,
il y avait les clés d'accès des API MTGOX. Donc en fait, le voleur, il a juste pu prendre les API dans le code source et aller prendre les bitcoins sur MTGOX. Donc en gros, tous mes bitcoins, à ce moment-là, je les ai perdus. Donc derrière, j'ai fait 2-3 ans où j'ai vraiment déprimé parce qu'en fait, je voyais le cours du bitcoin qui montait. Et en fait, moi, j'en avais plus. Donc j'étais vraiment Ça malheureux. représentait combien de bitcoins à l'époque? 5000, c'était tous mes bitcoins en gros, donc c'était tout ce que j'avais mis, je sais plus, j'avais mis 20-30 000 euros, parce que c'était de l'argent que j'avais mis de côté avec le poker en gros, et ouais, j'avais mis dans le bitcoin, et après j'ai déprimé de ouf. Et après en fait j'ai regagné un tout petit peu, mais rien du tout par rapport à ces sommes-là, de bitcoin avec mes business en fait. En gros, quand j'ai relancé mes business, en fait j'ai arrêté de déprimer, je sais plus, en 2014 ou 2015, je me suis remis à faire des business, et j'ai gagné un petit peu à ce moment-là, quoi. Mais à l'époque, ouais, j'avais vraiment tout perdu. Si tu veux, même ce que j'ai aujourd'hui, c'est insignifiant par rapport à mes 5000 bitcoins, ça c'est clair et Bah, net. les 5000 bitcoins, c'est quoi? C'est 150 millions, un truc comme ça? Ouais, je sais même pas, faut le calculer. Ouais, Ouais, c'est je délirant, vais quoi. pas te le faire calculer, je suis sûr que tu l'as déjà fait. Non, mais c'est genre 100 millions, un truc comme ça. Enfin, ça dépend des cours, tu vois, mais ça dépend des jours. Hmm. C'est au moins 100 millions, je dirais. Et, Ok, et du coup, à partir du moment où tu as tout recommencé, en fait, de zéro, est-ce que tu avais une stratégie particulière? Parce que je me disais, c'était en 2014-2015, l'ICO d'Ethereum, je sais pas si elle est si loin de ouais, ça. et c'est exactement à peu près pendant l'ICO d'Ethereum que j'ai fait, un peu avant que j'ai fait mes business. Ouais. Ok. Justement, j'ai fait Master Exchange un an avant l'ICO d'Ethereum, un truc comme Et du ça. coup, ta stratégie d'investissement à ce moment-là, c'était vraiment, bon, on lance des startups dans la crypto, on essaye d'accumuler un maximum en hold, ou tu faisais du Ouais, trading, tu faisais du non, non, je levier? faisais pas de trading à l'époque, que dalle. En fait, juste, je faisais mes business et je mettais de côté ce que je gagnais avec mes business, quoi. Donc vraiment basique. Et d'ailleurs, l'ICO d'Ethereum, j'ai un peu raté parce que j'ai pas investi dessus. Je me foutais de la gueule de mon ami Hightech Capital, le gros trader, certains connaissent. Ce que je disais dans les meetups, ah, ton shitcoin, jamais lire à $1, etc. Enfin bref, ça paraît ridicule aujourd'hui. Beaucoup là-dedans. Et non, j'ai complètement raté. En plus de ça, on a eu l'idée, mais 3 mois après, donc on l'a jamais fait, de se dire putain, on est trop con, on aurait dû investir, acheter des Ethereum de l'ICO et ensuite les mettre en pré-trade sur notre exchange, parce que notre exchange, il aurait cartonné à ce moment-là. En fait, notre exchange, il a cartonné au début, parce qu'il était monté sur un truc qui s'appelle. En fait, on l'avait lancé pour un token qui s'appelait Mastercoin, qui est un peu l'ancêtre d'Ethereum et qui est l'ancêtre de tous les trucs de smart contract et qui a eu un espèce de buzz pendant quelques mois, puis qui s'est écroulé après. Donc notre exchange, il a suivi ce token qui s'appelait Mastercoin, qui s'appelle Omni aujourd'hui. Et en fait, ce token, au début, ça a cartonné, ça a buzzé, puis en fait, ça a craché en quelques mois. Et les volumes de notre exchange, ils ont fait un peu pareil. Au début, on gagnait pas mal, et puis après, à la fin, on gagnait, je sais pas, un SMIC par mois, des trucs comme ça. Alors quand tu gères un exchange, le taf que c'est, franchement, pour gagner un SMIC, t'arrêtes, hein. D'ailleurs, on a arrêté Et, du coup. Donc, et du coup, bah, par rapport à cet exchange-là, t'as pas décidé de lister d'autres trucs? Je sais pas à quel point c'est compliqué si, d'un on point de a vue essayé, technique. mais ça a un peu foiré nos trucs. Je pense qu'on n'a pas bossé assez. On le faisait vraiment à deux dans une chambre. C'était un peu une époque de. C'était un peu en Franchement, mode side project, quoi. on Parce a que charbonné. Non, t'avais un vraiment, CDI à ce moment-là? c'était notre main project. On en vivait. Ah oui, ok. On était à deux dans une chambre. On n'a pas réussi à s'accélérer. On se battait contre des exchanges qui avaient levé des millions, qui avaient des vraies équipes. Nous, on était vraiment à deux à faire les trucs. Et on n'a pas Hmm. passé la transition de. Donc, on a intégré des trucs. On a intégré Dogecoin et on a raté plein d'opportunités. On a raté par exemple Monero. Parce qu'en fait, avant que Monero sorte, bah, forcément, avant que les trucs cartonnent, ils cherchaient des petits échanges comme nous, tu vois, que tu es prêt à les accueillir. Parce que les gros de l'époque, c'était Bitstamp, c'était Coinbase, c'était MTGOX. Ils n'en voulaient pas des petits projets un peu artisanaux, expérimentaux. Et donc, Monero, ils nous envoyaient des emails, ils disaient, ah, vous voulez pas nous intégrer? Nous, on disait, non, on veut les trucs sérieux. On a intégré Dogecoin, je crois. Bref. Et on est passé à côté de Monero. Et par contre, notre concurrent principal à l'époque, c'était Poloniex. Poloniex, ils ont intégré Monero et en fait, ça les a fait exploser Poloniex. Donc pour le coup, on s'est vraiment raté. Voilà, bah après, c'est sûr que ça, disons que l'exchange a marché un petit peu, mais bon, on s'est un peu raté si tu compares à Poloniex, mais bon, c'était une aventure sympa. On a gagné un peu d'argent quand même, donc c'était rigolo, quoi. Hmm. Et du coup, si on avance dans le temps par rapport à 2017, ce business-là, il t'a permis de construire un peu un folio. Euh, Ouais. Après, En fait, il y a eu la. à l'époque, j'étais full Bitcoin, hein, parce qu'à l'époque, les altcoins, c'était pas très crédible, à part Ethereum qui l'est devenu. Mais Hmm. pendant longtemps, j'étais vraiment maximaliste, presque, on pouvait dire. Je me disais, il n'y a pas d'intérêt à avoir plusieurs cryptos, parce que la crypto, c'est un médium d'échange, enfin, tu vois. Et donc, quel intérêt d'en avoir 50 000 qui sont toutes pareilles au lieu d'en avoir une seule? Et c'est vrai que j'ai un peu évolué par rapport à cette position, on va dire. Et ouais. Et du coup, si on avance par rapport à 2017,
Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 par rapport à toi, ce que tu faisais? Est-ce que tu avais tes boîtes qui tournaient? Puisque c'était sûrement un très bon moment pour, pour faire du Non, business en en crypto. 2017, j'avais arrêté. En fait, ce qui s'est passé, j'avais deux petites startups. Un truc de trading on-chain qui Mm. s'appelait Bitcoin Bitsurac qu'on a arrêté et Master Exchange qu'on a arrêté. En fait, on a commencé à faire du conseil à la BNP. En fait, on était super bien payés parce qu'on était payé genre un truc genre 1000 euros par jour chacun. Donc, en fait, on gagnait en une journée avec la BNP ce qu'on faisait en un mois avec l'exchange. Donc, en fait, l'exchange, on l'a coupé et on est passé juste à faire du consulting pendant 2 ans ou un truc comme ça, ou un an et demi, je sais plus. Donc, à ce moment-là, en fait, on était juste des consultants, quoi. On farmait l'argent, voilà, on faisait des projets. On faisait pas des trucs inintéressants, on faisait un peu de l'expertise blockchain dans les grands groupes pour nous. Et de la suite, Labo Blockchain est devenu blockchain partner avec Claire Balva, Alexandre Stachenko, etc. Mais à la base, voilà, on faisait vraiment juste du consulting, quoi. Donc on était bien payés, on farmait. Et ouais, c'est tout, quoi. Et à ce moment-là, toi, tu construis ton wallet. De quelle manière? C'est-à-dire, est-ce que tu achètes, tu hold, quoi, comme tu as fait Ouais, avant, bah ouais. ou tu changes? Sur Non, quelle non, crypto t'étais? j'étais full Bitcoin, hein, franchement, jusqu'à. Encore? Ouais, en fait, avant qu'Ethereum devienne vraiment crédible et qu'il y ait les débats sur la scalabilité sur Bitcoin, j'étais vraiment full Bitcoin. Hmm. Puisque franchement, les altcoins, pendant longtemps, c'était ridicule. C'était quoi? C'était Ripple, pardon pour les XRP holders, c'était Ripple, c'était Litecoin, c'était des trucs comme ça, c'était des machins. Je sais pas, moi, ça me convainquait pas du tout, quoi, à l'époque, les altcoins. Maintenant, aujourd'hui, je trouve ça convaincant, parce qu'il y a plein de trucs, il y a smart contract. Bitcoin, il s'est mis dans une direction qui est orthogonale de celle de plein de projets comme Ethereum. En fait, il y a vraiment un espace de projet qui est hyper unique. Ethereum aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le chemin qu'a pris Bitcoin. Donc il y a, je sais pas. Non, non, ouais. J'ai- Puis c'est vrai que à l'époque en fait, vers, je sais plus quand c'était peut-être 2016. Il y a eu un gros débat en fait dans Bitcoin, hmm. parce qu'à l'origine, quand je suis rentré en 2011, tout le monde était en mode, on va scaler de ouf, on va faire des gros blocs, etc. C'était vraiment la philosophie dans la Pour communauté. utiliser en tant que monnaie, vraie monnaie, du Ouais, coup. ouais, ouais. Puis surtout de faire des choix techniques où on va scaler, on va avoir le plus d'users possible, etc. En fait, cette philosophie, elle a radicalement changé. Je ne sais pas exactement à quel moment. Mais voilà, en 2016 ou 2017, c'était plus du tout la même. C'était, il faut surtout rien toucher, il faut garder les blocs petits, etc., etc. Et du coup, il y a eu un clash qui fait que ça aboutit à Bitcoin et Bitcoin Core d'un côté et Bitcoin Cash. Et effectivement, moi, j'étais vraiment du côté des big blockistes, comme on les appelle, c'est-à-dire des gens qui voulaient augmenter la taille des blocs à 8 mégas, 16 mégas, 32 mégas, etc. Et bah, on a perdu la guerre, hein, parce que je veux dire, quand tu vois le prix de Bitcoin Cash aujourd'hui par rapport à Bitcoin, bon, après, c'est une guerre qui était hyper longue, il y a un milliard de détails. Moi, je pense qu'un des éléments centraux, c'était quand même que Bitcoin Core, bah, qui était la team de développement, tu avais quasiment tous les mecs qui étaient payés par Blockstream. Blockstream, ils avaient levé je sais pas, 100 millions, un truc comme ça, sur un business model qui était fait sur faire des sidechains, quoi. Donc, si tout ce qui est on-chain en layer one, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Et bah, à l'époque, les plus gros médias, c'était Reddit, c'était des trucs comme ça. Et tous les plus gros médias, que ce soit Bitcoin Talk ou Reddit, ils étaient contrôlés par des small blockists. Parce que moi, à l'époque, je me suis fait ban, je me suis fait remove plein de posts. Des fois, je disais rien de spécial. Vraiment, c'était une censure hyper violente à l'époque sur les principaux médias. Ce qui explique aussi des fois le maximalisme aujourd'hui. Ouais, bah ouais, le maximaliste toxique, c'est un peu une dérivée de ça, hein. Hmm. Ça a démarré à cette époque-là, c'était très virulent, et c'est un peu la continuation de ce truc-là que moi j'aimais pas du tout. Que j'aimais pas du tout, le maximaliste toxique, je trouve toujours ça complètement con d'ailleurs. Mais bon, c'est Maintenant, on j'ai verra, hein. l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment maximalistes d'Ethereum, des gens qui ont découvert en 2016-2017, un peu comme moi, et qui ont Ouais, du coup commencé la défi sur Ethereum, et du coup ils se disent non, ouais. je peux pas aller sur la BSC, je peux pas aller. Bon, Toi, la BSC, bon, voilà, mais non, je peux pas aller sur Solana, c'est pas possible, tu vois. Genre juste test, quoi. Mais toi, tu te définirais comme ça ou t'en connais des gens comme ça? Parce que moi, j'en connais pas ah des non, maximalistes, hein. j'en connais, ah mais j'en connais, mais j'en vois genre en mode ah mais 30 $ de frais, 100 $ de frais, mais c'est ok, tu vois, c'est juste parce que les mecs sont devenus riches, ils se rendent plus Ouais, compte, ouais, tu vois. c'est clair, c'est clair. Mais bon, à partir de là, toi, ton folio aujourd'hui, tu as dit que tu avais pas mal changé par rapport à avant, où Ouais. tu étais plus 100% Bitcoin. Ton folio aujourd'hui, il ressemble à quoi en pourcentage en termes de crypto? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah,
C'est très simple. À Bitcoin, là, je suis à 0%. Parce qu'en fait, il me restait des bitcoins. Il me restait des bitcoins. Il me restait, je sais pas, peut-être 10% de bitcoin, un truc comme ça. J'ai fait des trades de mongolien, mon gars. Alors, ceux qui l'ont vu, le fameux long à 69K, ils savent de quoi je parle. Et il me restait 10% de bitcoin. Et je les avais en collade sur mes trades et je me suis tout fait éclater. Donc, j'ai plus de bitcoin. En gros, mon folio, maintenant, ça doit être genre, je sais pas, 60% Solana. Alors, j'ai Ah pas ouais. vraiment fait exprès. Et sinon, Ethereum, Sushi, des trucs du genre, quoi. J'ai pas vraiment fait exprès, en fait. J'ai pris. Bah, c'est une bonne nouvelle. Pour le coup, ça, c'est un trade réussi, quoi. J'ai pris 10% de mon folio, un truc comme ça, pour investir dans un deal Solana que j'avais eu grâce à Samy, en gros. Et donc, j'ai acheté ça, pour le coup, avec 10% de mon folio ou 5%, je sais plus, un truc comme ça. Mm. J'ai acheté du Solana à 17, quoi. Donc là, je suis super bien sur ce trade-là, parce que j'ai acheté à 17, le prix il est à 112. Et du coup, l'effet indirect de ce trade-là, c'est que maintenant, mon folio, c'est 60-70% de Solana C'est qui sont vested. bloqués, quoi. Donc Ouais. bon, voilà, je suis de facto un peu Solana maximal. J'ai un peu peur, d'ailleurs, quand je vois les points techniques de Solana, j'avoue, je suis pas rassuré. Mais j'ai très, très foi dans la team Sam Bankman-Fried, quoi. Le mec, il veut devenir maître du monde encore plus que Elon Musk, Bezos et tout. Enfin, le mec, il veut tout défoncer. Donc, ce qu'on appelle la stratégie du poisson pilote, hein. Il y a un mec qui veut devenir le plus puissant, le plus riche du monde. Tu te mets juste dans l'aspiration, quoi. C'est comme suivre en vélo, le mec sort du peloton. Et je pense que le gars, ouais, il est parti pour. Et ouais, du coup, en gros, ouais, ça doit être 60% Solana, peut-être 5% FTT. Je dois avoir, je sais pas, 20% d'Ethereum, un truc comme ça. Puis après, j'ai plein de conneries. Il me reste du. Bien sûr, j'ai toujours mes Bitcoin Cash qui valent plus grand chose. J'ai toujours plein de trucs à droite à gauche. J'ai des trucs à droite à gauche, tu vois. Mais grosso modo, c'est ça. C'est surtout hyper Solana centré maintenant et je peux pas y toucher pendant 3 ans. Donc, Ah oui, 3 ans. normalement, je prie très fort, dans 3 ans, ça vaudra encore quelque chose. Donc, Ah ouais, ouais. bon. Ah bah 3 ans, c'est en fait c'est un vrai bet, un vrai investissement de ta part parce que Ouais, surtout à 17 dollars parce qu'en gros quand t'as dû le faire quand il était à 17 dollars, Solana n'était pas le Solana d'aujourd'hui. Certes, bon, aujourd'hui il y a eu des bugs, il y a eu ouais, des ouais. arrêts, mais la TVL a au moins triplé ou quadruplé par Ouais. rapport au Solana de 17 dollars. J'ai pas suivi exactement la TVL, je me disais juste que ça faisait partie des projets où je voulais rentrer parce que voilà, je me disais Sam il va tout défoncer et j'ai eu de la chance entre guillemets. En fait, le prix il était à 42 ou 43 à ce moment-là. Mmh. Et j'ai un autre pote qui avait investi. Et en fait, je connaissais pas trop les détails du deal. Je savais qu'il y avait un discount de 20 ou 30 ou 40%, je sais plus. Et je me disais, bon, 20% pour avoir des tokens loqués de 3 à 4 ans, tu vois, tu te dis, ça vaut pas trop le coup. En fait, mon pote, il m'a dit, non, 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 j'ai fait le deal avec eux. En fait, ils prennent le weighted average des 2 dernières semaines. Et quand j'ai entendu ça, je fais ting. Parce qu'en fait, Solana, il venait de passer de 15 ou 10 à 45 en 2 semaines, ou tu vois, en 10 jours. Enfin, c'était hyper rapide comme hausse. Quand j'ai compris ça, je fais, vas-y, vas-y, je rentre sur le deal et ça m'a bien réussi, quoi. Donc, bon, voilà, pour ceux qui disent je rate tous mes trades, franchement, c'est vrai que je les rate tous, hein. J'ai acheté un CryptoPunk au top. Enfin, j'arrête pas de faire des conneries comme ça. Tu vois, je me suis dit, j'avais une thèse sur les NFT. Ah oui, j'ai oublié, voilà. J'ai investi dans CryptoPunk, voilà. J'en ai un ou deux. C'est Et, quoi la thèse sur le CryptoPunk? Parce que en ah, fait, la thèse, moi, je l'aime bien, tu vois. Bon, j'ai pas le wallet pour le faire, mais je ouais. l'aurais sûrement fait. Je vais te donner la thèse et bah, je me suis bien raté sur ma thèse. Ma thèse, c'était de dire les NFT, en fait, à un moment, j'ai eu une révélation. Je me suis levé le matin dans mon lit, je me suis dit, les NFT, c'est le futur. Parce qu'au début, comme tout le monde, je disais, quand tu découvres les NFT, tu dis, c'est quoi ce truc de guignol? Les mecs, ils achètent des JPEG à 300K, c'est vraiment de la merde. Enfin, c'est la réaction de tout le monde en découvrant les NFT. Moi, j'ai eu la même réaction. Et à un moment, je me suis dit, en fait, c'est un peu comme quand tu découvres Bitcoin, tu dis, c'est quoi cet argent virtuel? Enfin, tu peux réagir comme ça. Je me suis dit, en fait, les NFT, c'est une forme plus efficiente d'art, tout simplement. C'est-à-dire que l'art traditionnel, faut aller dans des galeries pour aller aux enchères, c'est compliqué à entretenir, tu vois, il faut les stocker de manière compliquée, c'est facile de faire des faux, c'est compliqué à envoyer. Donc en fait, on peut vraiment le voir comme une forme infiniment plus fluide d'art finalement. Et en Mm. fait, l'art après, est-ce qu'il est plus beau quand il est en JPEG ou en tableau? De toute façon, on peut l'imprimer. Tout ça, c'est un peu des débats esthétiques, mais fondamentalement, c'est une forme plus efficace d'art. Et moi, j'ai une thèse qui est que les technologies humaines, on va toujours utiliser à terme la plus efficace. C'est une de mes Ok. thèses centrales pour dire que les cryptos vont être everywhere dans 10 ans, 50 ans. C'est que en fait, les cryptos, c'est une forme plus efficace
de monnaie, de capital, de tous ces trucs-là. C'est une forme plus simple, plus efficace, plus fluide de stockage, d'échange, de représentation de capital, que ce soit pour représenter des stocks comme dans les systèmes où les tokens, c'est un peu des actions, ou que ce soit dans les monnaies pures ou les stockages de valeur comme Bitcoin. Donc en fait, pour moi, à partir du moment où on accepte que c'est plus efficace, bah, ça va faire un raz-de-marée. Alors, c'est un peu comme on pourrait prendre l'analogie avec les chevaux et dire ah ouais, mais les chevaux, c'est plus joli, c'est plus sympa que les voitures et tout. Ouais, mais quand il y a des routes et du pétrole, bah, tu vas finir par rouler en voiture comme tout le monde. Et je pense que sur les NFT, c'est un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, le marché de l'art, il va se prendre un raz-de-marée parce qu'il est absolument inefficient ce marché. Pour vendre une œuvre, tu dois passer par une salle de marché qui va prélever 20%. Il faut que les gens se déplacent en physique ou au téléphone pour enchérir, pour échanger. Donc, il y a plein d'utilités de l'art qui sont pas de l'art en lui-même, de est-ce que c'est beau, est-ce que j'ai le tableau, qui sont 1 milliard de fois plus efficaces avec les NFT. Je me dis, quand on a compris cette thèse, bah, du coup, les NFT, ça va devenir énorme. Et donc, ma deuxième thèse dans la foulée, c'était que les 3 quarts des projets NFT, bah, ils vont finir dans l'oubli. Parce qu'en fait, Tu peux même monter le 75%, tu peux le monter, je pense. ouais, c'est clair. Bon, on pourrait dire 95, ouais. Parce qu'en fait, c'est facile de créer un projet. N'importe qui peut en créer un, il est lancé, puis dès qu'il est oublié, il ne vaut plus rien, un projet de NFT. Moi, j'ai investi dans les trucs de merde en NFT, notamment les rochers invisibles et les. Quoi d'autre, enfin bon, Boyard encore, il y a de l'espoir. Et un troisième truc, je sais plus. Enfin, et en fait, les trucs sont oubliés. Et c'est fini, tu le vendras plus jamais à qui que ce soit, parce que tout le monde s'en fout. Ok, donc tu peux le garder parce que c'est sympa. Mais ma deuxième thèse, c'était de me dire, bah, il faut investir sur les projets qui vont durer dans le temps. Donc, dans l'équivalent du Bitcoin pour les NFT. Donc, je m'étais dit, bah, le Bitcoin des NFT, à l'époque, les punks qui valaient 4 fois plus que les apes ou un truc comme ça, je me suis dit, bah, c'est CryptoPunk. Et visiblement, je me suis planté, parce qu'en fait, CryptoPunk s'est fait flipper à une vitesse phénoménale par les apes. Donc, la question maintenant par les Bored Ape, hein, pour ceux qui ne suivent pas, les Bored Ape, ils étaient à 20 Ethers pièce et maintenant ils sont à, je sais pas, 100 Ethers. 100. Ouais, ouais, c'est un carton monstrueux ce truc. Tous les rappeurs US, ils en achètent. Enfin bref. En plus, c'est vrai que je trouve ça relativement joli, les Bored Ape. Donc je me suis un peu raté, puisque ma thèse, c'était de me dire les NFT, ça sera plus gros. Donc les principaux vaudront plus cher. Et donc le bet safe, c'était pour moi d'acheter du CryptoPunk. En fait, je me suis complètement loupé. Et pour Après, l'instant. c'est un bête long terme, voilà. C'est ce que j'allais Ouais, dire. mais C'est-à-dire je que pense que ça repassera jamais devant les apes, tu vois. Une fois je qu'un pense flipping pas. il est fait, quoi. Je pense pas, mais le truc, c'est que, en gros, pour moi, je suis pas un expert des NFT, mais je me dis, les CryptoPunks, c'est l'aspect un peu OG du Bitcoin, des cryptos, c'est les anciens, Ouais, quoi. Et les apes, c'est le grand public, tu vois. je sais Et ça, pas. c'était dur à voir. Ça, c'était dur à voir. Honnêtement, j'avais pas vu. Pour moi, c'était juste des apes, quoi. Enfin, Ils c'était ont un des truc pas JPEG. mal aussi, leur communauté où tu peux rentrer que en ayant un app, ça c'est intelligent, tu vois. Ça Bah, crée une. ouais, c'est un mastermind en fait avec Eminem Ouais. et Snoop Dogg, tu vois. Du coup, bon, il est stylé le mastermind. Donc, ouais, là-dessus, c'était un peu dur à voir. Et sinon, là tu as parlé des NFT, en fait, c'est une première diversification, même si c'est lié. Ouais. Est-ce que tu as d'autres types de diversification, vu que, bon, tu es un peu plus âgé que la majorité des gens qui sont dans les cryptos actuellement, et donc, évidemment, des risques à prendre en moins. Ouais. Comment tu vois tout ça au niveau diversification, comment ça se passe? Bah moi, il y a quelques années, j'ai acheté une maison en mode ça y est, j'ai mes premiers millions, mon premier million, j'ai fait vas-y, je diversifie, j'achète une maison. En fait, ça me casse les couilles, plus jamais d'immobilier, il faut aimer ça. En fait, déjà pour investir dans un domaine, il faut aimer un minimum parce que si vous si vous investissez dans l'immobilier que ça vous casse les couilles, ça va vous saouler. L'immobilier, il faut faire des travaux, il faut suivre, faut être un peu intéressé par le truc. Mmh. Maintenant, je diversifie plus rien. Bah les couilles. Je vais peut-être acheter des actions un peu à un moment. Mais en vrai, en plus, si vous travaillez et que vous mettez de côté pour investir dans les cryptos, vous n'avez pas vraiment d'intérêt de diversifier. Ça devient intéressant quand vous avez un patrimoine conséquent et que ça peut être votre rente. Mais si vous êtes juste comme ça, vous bossez, et puis tous les mois, vous mettez 10% de vos salaires dans les cryptos, ce que je conseille aux gens hein, d'ailleurs, bah, là, pourquoi diversifier quoi? Je sais pas, hein, franchement. Donc oui, je suis diversifié un peu dans les cryptos, mais après tout le reste, ça me saoule. Puis franchement, ouais, je peux pas imaginer un univers où je fasse un investissement immobilier et dans 10 ans, ça aura perdu une de mes cryptos, quoi. Ça me paraît impossible. Et du coup, par rapport à toutes ces, tout le temps que tu as passé dans les cryptos, est-ce que tu avais une stratégie d'achat particulière à part du DCA, du dollar cost averaging, c'est-à-dire acheter tous les mois un peu, et une stratégie de sortie surtout, puisque vu que tu as connu quelques cycles, bon, tu as connu des mois 80 et tu t'es pas dit, j'aimerais bien me sortir un peu pour essayer de pas trop prendre les mois 90% dans la gueule. En fait, ma stratégie globale d'entrée, c'est quand j'y croyais, c'était de rentrer ASAP, qui était un peu Ouais. confirmant, parce qu'en fait, j'ai acheté pendant la hausse entre 2 et 30 dollars.
Et tu vois, finalement, j'ai acheté beaucoup à 20, 30, alors que j'ai des potes. Ils ont attendu que ça crache, ils ont racheté à 2. Et sinon, ma stratégie de sortie, en fait, j'en avais pas vraiment. Je suis un peu comme les bitcoins maximalistes, c'est-à-dire je sortirai le jour où il y aura plus besoin de sortir. C'est-à-dire un peu philosophiquement de dire bah, je pourrais utiliser mon Ethereum à droite à gauche, mon bitcoin, acheter ma voiture avec, ainsi de suite, tu vois. L'idée, c'est que justement, garder le plus longtemps possible, c'est bien. Alors après, pragmatiquement, bah, j'ai fait un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que quand je suis rentré, c'était souvent dans des bulles. Et quand je suis sorti, c'était souvent en bottom, parce qu'à partir du moment où j'ai été rentier avec les cryptos, bah, j'ai dû en sortir pas mal quand on était au bottom, quoi. Tu vois, quand on était à 4000, 5000, 6000 le bitcoin, Ouais. bah, c'est là que j'en ai vendu pas mal. Tu vois, ma maison, je l'ai achetée avec des bitcoins à 5000, donc ça fait mal au cul, quoi. C'est sûr que, pareil, j'aurais beaucoup plus si j'avais pas sorti au bottom, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, j'achète une maison. Si un jour j'ai plus d'argent, je peux la louer, je peux vivre dessus. Tu vois, c'était une espèce de sécurité de rentier. Sûr qu'avec le recul, c'était débile, mais bon. Mais du coup, mon point de vue, c'est que surtout, DCA, c'est très bien. C'est-à-dire, de toute façon, parce que la plupart des gens rentrent pendant une bulle. De toute façon, c'est une loi économique. Si le prix, il est en all-time high, c'est que justement, mécaniquement, c'est là qu'il y a le maximum de gens qui sont en train de rentrer. Si vous êtes quelqu'un au hasard, la probabilité que vous rentriez au sommet d'une bulle, elle est très grande. Et inversement, la probabilité que vous abandonniez tout en disant nique sa mère, ça marchera jamais, les cryptos, c'est foutu, j'abandonne, il y a de très grandes chances que ce soit pendant un bottom. Et donc, pour contrer un peu cet instinct humain qui est finalement, parce qu'on est tous dans la vague, on est dans la vague des autres, on fait partie un peu de cette psychologie de foule, le DCA, c'est pas mal, parce qu'il contre un peu cette psychologie de foule. Le DCA, c'est quoi? C'est acheter régulièrement, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois. Et clairement, bah, vous allez éviter d'acheter que au sommet, parce que vous allez acheter au sommet, puis après, vous allez acheter plus bas, puis racheter quand ça remonte. Donc, le DCA est vraiment pas mal pour ça. Et pareil, pour sortir, je pense qu'avoir des stratégies un peu similaires, dans l'absolu, théoriquement, ça serait pas mal, quoi. Quand vous voulez commencer à sortir, bon, bah, vous sortez un petit peu tous les mois, etc. Théoriquement, ça devrait être pas trop mal aussi, quoi. Bon, après, ouais, après, si vous n'avez pas besoin de sortir, franchement, vous prenez pas la tête à essayer de timer des trades et tout, hein. Franchement, le meilleur investissement, le meilleur trade, finalement, pour la plupart des gens, c'est de travailler, mettre de côté, hein, parce que une fois que vous êtes au stade suivant, où vous travaillez plus et au contraire, vous faites que de burn votre capital pour vivre, ah, c'est dur d'avoir un truc qui monte, hein. Votre capital en crypto, il fait que descendre. Moi, depuis que je suis rentier et que je vis dessus, des fois, il y a des moments où ça se maintient, où ça monte un peu, mais globalement, je vis dessus, donc c'est compliqué de le faire monter, quoi. Le but du jeu, c'est juste de le faire vivre jusqu'à ma mort, quoi. Mais heureusement, ça croît beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle Ouais, c'est ça. j'arrive à le dépenser. Donc ça, c'est la bonne nouvelle des cryptos. Mais ouais, si vous taffez, franchement, mettez de côté et continuez de taffer, hein, tant que ça. De toute façon, il y a une des règles en fait parce que bon, la plupart des gens ils veulent être riches pourquoi? Pas pour rouler en Lamborghini. En général, le premier truc que les gens ils veulent quand on leur demande pourquoi ils veulent de l'argent, c'est pour s'arrêter de travailler et faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Toi, par exemple, j'en sais rien. Et donc, une des règles d'investissement, c'est de dire, bah, vous pouvez vous arrêter quand vous pouvez vivre avec 3% de votre capital. Ça, c'est une Je crois règle que qui est pas mal. c'est le 3%. x25. Si tu fais le x25, c'est 4, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est dans ces eaux-là, quoi. Ouais. 3-4%. En fait, il y a un site qui s'appelle FIRE. Enfin, je sais plus, mais en anglais, ils ont un truc. Financial Independence Entirely. C'est ça. Et en fait, on peut l'appliquer un peu aux crypto. Ça s'applique en bourse parce qu'en bourse, le rendement, c'est 7-8%. En fait, on prend une marge de sécurité. C'est-à-dire, on ne va pas dépenser tous les ans le rendement moyen. On va dépenser nettement moins, ce qui fait qu'on peut absorber les bear markets et rester rentier. Parce que si vous commencez comme rentier, 2 ans plus tard, vous n'avez plus de thunes et il faut retourner taffer. Ça, c'est la pire PLS mentale. Donc, dans les cryptos, je pense que c'est pareil. Attendre que ce soit 3 ou 4%, c'est raisonnable. Donc, je ne sais pas, si vous avez besoin de 50 000 euros pour vivre, bah ouais, il vous faut 30 fois plus. Alors, je ne fais pas forcément le calcul, mais ouais, il vous faudra 1,5 million. C'est vrai que c'est possible avec 1,5 million, hein, si vous arrivez à vivre avec 30 000 euros. Je vous ai 1,5 million, vous pouvez dire, bon, bah voilà, je m'arrête et je sors 3% de crypto par an et probablement que les cryptos, historiquement, elles ont fait, je sais pas, un truc genre 20 ou 30% de moyenne, voire même 40 ou 50 depuis le début. Donc, si vous sortez 3% par an, vous êtes bien en dessous du rythme d'augmentation de valeur des cryptos, quoi. Ok. Ok, bah justement, par rapport à ce mythe du make it, donc en gros, c'est faire ça, hein, c'est devenir Ouais. millionnaire en crypto. C'est possible, hein, Toi, il y a plein de mecs qui ont réussi, hein, mais ouais. ah oui, oui, bah, c'est possible. Mais toi, si je te donnais, là, j'ai une question que j'ai répétée à Ouais. 2 personnes, donc je vais te la faire aussi en petite dernière question. Toi, si je te donnais aujourd'hui, allez, 20 ans, 5 000 $ et 1 an devant toi de temps,
que tu touches pas à ces 5 000 $, tu vis chez tes parents, ou que sais-je. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais pour non pas make it, mais être full-time crypto, tu vois? Dans le sens où 5 000 $, 1 an au marché actuel, make it, c'est chaud. Mais par contre, full-time crypto, il y a pas mal de possibilités. Toi, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Ouais, ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à aller dans les trucs où, pour petits, entre guillemets. Par exemple, je sais pas, suivre à fond le NFT, le marché des NFT sur des plateformes moins mainstream que Ethereum ou j'en sais rien. Tu peux Ou taffer, hein. vraiment, en fait, quoi? Tu peux taffer dans l'écosystème, ça compte, hein. Tout à fait. Ah bah oui, taffer, je suis con. Bah taffer, c'est le truc le plus évident. Honnêtement, taffer, c'est le truc le plus évident. D'ailleurs, ce que je dis à chaque fois que je vois un dev, franchement, au lieu de faire dev Java, lance-pierre chez SS2I Consulting, truc muche, qui va vous payer 33K par an, franchement, apprenez Solidity, apprenez un langage d'une des cryptos et allez bosser dans une des startups. Il y a tellement de thunes, c'est tellement intéressant. Enfin, c'est comme si vous êtes, je sais pas, développeur base de données en 1998 et vous n'avez pas bossé dans Internet, c'est absurde. Si vous êtes développeur, allez bosser dans les cryptos. Et je pense que d'ailleurs, pour plein d'autres métiers, c'est vrai. Vous êtes community manager, allez bosser dans les cryptos. Enfin, peu importe votre métier, honnêtement, moi je pense que voilà, dans l'histoire, il y a des vagues. Là, on est dans une vague crypto, c'est-à-dire le monde de la crypto va exploser. Ceux qui rentrent maintenant, ils auront des bonnes places, ils vont bénéficier de la croissance. Si vous êtes dans une startup un minimum correct, vous allez en bénéficier. Donc, et même si votre startup elle est pourrie, c'est pas grave, elle va faire faillite, vous aurez une expérience, vous allez pouvoir bosser dans une autre. Donc je pense que franchement, ouais, t'as raison, le meilleur conseil c'est de bosser. C'est vrai que je réfléchissais en mode juste trading financier, machin. Et du coup, toi, En fait, tu ferais quoi là, du coup? Parce que ouais. t'as dit bosser, mais il y a plusieurs trucs sur lesquels tu peux t'orienter. Tu peux faire des magnifiques vidéos YouTube, tu peux dev, tu peux... Bah là, ça dépend des compétences de chacun, hein. Si vous êtes introverti, faut pas faire des vidéos YouTube, Oh, quoi. Tu vois, c'est toi là. ouais. C'est, Ah, c'est, moi, c'est- je sais c'est- pas. Bah, il y a ce qui serait sage de faire et ce que j'aurais envie de faire. Je sais pas trop. Le truc, c'est que, ouais, non, mais je pense que j'aurais quand même fini mes études d'ingénieur. J'aurais essayé d'apprendre le Solidity, un truc comme ça. Parce que le mieux, c'est quand même de finir les études au final. Parce que bon, si tu vas bosser, t'as 18 ans, c'est peut-être un peu débile, ça peut marcher, mais c'est dur d'être autodidacte aussi. Tout le monde dit, Très ouais, dur. t'apprends à programmer tout seul, machin et tout. Mais les mecs qui arrivent à programmer tout seul derrière leur PC, je leur tire mon chapeau. Parce que quand il y a des mecs qui te fouettent pour apprendre à programmer et le faire tout seul chez toi, c'est pas le même délire, quoi. Donc, faire des écoles, ça reste quand même le... Je pense que faire des écoles, en vrai, ça reste le meilleur truc. Je pense que quand tu as 18 ans, faire une école d'ingé, Alors, ouais, tu risques de rater un peu la vague crypto, mais il y aura une autre vague dans 5 ans, tu vois, il y aura un autre truc dans 5 ans. Peut-être les cryptos, ça croira encore. Donc, si tu as 18-20 ans, pour moi, fais des études, hein. Franchement, essaye de faire une école d'ingé, un truc, un machin, Et une avec fac. tes 5 000 $? Bah, je sais pas, ouais, c'est vrai que... Full sushi ou pas? Ouais, pas full sushi, mais ouais, full Ethereum, moi, je dirais. Mais, Ok. Ethereum, c'est safe, t'as pas besoin de te renseigner. Parce que si tu rentres dans les autres trucs, les NFT, les machins, faut quand même un peu bosser ton sujet, quoi. Ethereum, t'achètes, tu mets en stacking, ou tu mets pas en stacking, d'ailleurs, et ça me paraît, ouais. Ok, très bien. Très bien, écoute. C'était la dernière question. Écoute, je te remercie d'être venu sur Merci. la chaîne et puis on se dit à la prochaine. J'ai pas dit beaucoup de conneries dans cette interview, mais c'est vrai qu'en interview, c'est toujours des trucs sérieux. Dès que je commence à parler longtemps, c'est sérieux. C'est pas le même. Écoute, c'est un plaisir, hein, Ben. Merci à toi. Attends, avant de partir, je t'invite à lâcher un like, un commentaire pour l'algorithme et aussi à t'abonner. Pourquoi pas pour mes beaux yeux et pour que je puisse faire plein de placements de produits dans le futur, mais plutôt pour que j'ai le volume nécessaire pour inviter de plus en plus de gens intéressants qui pourront venir partager leur portefeuille et se plier à l'exercice de partager leur stratégie de manière transparente avec vous. Donc si vous voulez voir de plus en plus de gens intéressants et en plus dites-moi les gens que vous voulez recevoir en commentaire, et il faut s'abonner, laisser un like et un commentaire. Plus de ça, si vous voulez utiliser ma stratégie à moi, la stratégie de la finance décentralisée et du farming qui me permet de générer des revenus passifs qui vont être colossaux en finance décentralisée, en crypto, alors je vous invite à aller dans la description où il y aura une formation complètement gratuite qui va vous expliquer comment je réalise ça au quotidien. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant je vous laisse liker, commenter, tout ça pour l'algorithme, ça fait plaisir, c'est cadeau. Sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao.